Hello, hello, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Insulaire Podcast où on reçoit un nouvel invité qui va nous partager son parcours scolaire et professionnel comme d'habitude. Mais avant ça, je voulais vous parler de l'initiative du Podcaston qui va se dérouler du 15 au 21 mars 2025. Cette initiative va mobiliser environ 1600 podcasts dans 47 pays, dont 650 francophones pour mettre en avant des associations et encourager la solidarité. Nous avons choisi de soutenir les Angécoliers, qui est une association qui va œuvrer en République démocratique du Congo pour offrir un avenir meilleur aux enfants en difficulté. Leur mission va reposer sur 3 axes essentiels: l'hébergement des jeunes vulnérables, l'accès à l'éducation et l'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle. Vous retrouverez en description un lien pour adhérer à leur cause et en savoir plus. Je vous laisse tout de suite avec mon invité et on se retrouve à la fin de cet épisode. Bonjour Laura, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Je vais super bien, merci. Je voulais tout d'abord commencer par te remercier d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de te recevoir dans Insulaire. Et pour commencer, Laura, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, je m'appelle Laura Tom. Je viens de la Martinique, donc je suis née là-bas à Chelcher. J'ai actuellement 31 ans. J'ai grandi à Marseille, donc dans le sud de la France. Et je suis actuellement enseignante de langue, donc anglais et français. Merci pour cette présentation. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes passions, de tes intérêts? Oui, bien sûr. Alors, j'aime beaucoup la musique, l'art. Je peins de temps en temps. Oui. Donc, l'art afro en particulier. J'aime aussi tous les événements qui sont autour de la culture afro-caribéenne, justement. Donc, beaucoup lire. Ça va de pair avec mon métier. Oui, j'aime bien aussi communiquer, parler, voyager et découvrir de nouvelles cultures. Donc, ce sont des choses que j'apprécie particulièrement. Donc, tu as dit que tu aimes beaucoup lire. Ça me rappelle une histoire qu'une amie m'a racontée. Elle me disait, mais on veut offrir des cadeaux aux maîtresses. Et j'ai proposé des livres. Et une personne apparemment lui a dit, non, mais déjà, ils lisent toute la journée. Tu penses vraiment qu'ils ont envie encore de replonger dans la lecture? Donc, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je pense que ça dépend vraiment des goûts de chacun. Moi, par exemple, j'ai la chance de choisir les livres et les contenus, en fait, même du programme que j'offre en tant qu'enseignante de collège et lycée. Donc, je choisis des livres que j'aime et qui me permettent aussi, sur mon temps libre, voilà, d'apprécier les lectures. Mais c'est vrai en dehors de la classe, j'aime aussi lire mes propres livres. Donc, c'est très personnel, je pense. Mais c'est vrai qu'on lit beaucoup, même dans l'enseignement. Et concernant, tu as parlé de l'art. Oui. Est-ce que tu connais la galerie Waoui sur Paris? Non, je connais pas. Franchement, tu devrais t'intéresser. Ils sont super bien. C'est vrai? Et oui, ce qu'ils font, c'est que ils font. En fait, tu vas soit boire un verre et peindre, soit prendre un brunch. En général, le brunch, c'est le dimanche matin. Et peindre aussi. Moi, j'avais fait un brunch and paint. Ah oui. Et franchement, c'était trop cool. Je ne sais pas du tout dessiner, je ne sais pas peindre, je ne suis pas du tout artistique pour le coup. Mais ils ont du coup, comment on appelle ça, les artistes qui ramènent les fresques, ils dessinent déjà par-dessus et nous on arrive et tu peins juste. D'accord. Et des fois tu peux avoir juste un truc blanc, il me semble, et commencer à peindre tout seul. Bon, après je connais pas mal les événements de brunch and paint, painting, il y en a beaucoup à Paris. Mais moi j'aime bien peindre en solo chez moi. En fait, c'est un peu comme de l'art-thérapie. Pour moi, c'est quand j'ai besoin de mon moment de calme et de paix, de création, sans forcément avec trop de bruit autour de moi, sachant que toute la journée, toute la semaine, il y a du monde. Même moi, je parle beaucoup trop. Donc, la peinture, pour moi, c'est un moment de détente. Ça marche. Et tu montres un peu tes tableaux ou pas tant que ça? Pas tant que ça. Mais si tu veux, je te montrerai. Ouais, je veux bien. Ça marche. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton métier pour les jeunes? En fait, est-ce que tu peux, je pense qu'ils vont très bien comprendre en fait ton métier, mais l'expliquer vraiment clairement ce que tu fais actuellement? Alors, actuellement, donc je travaille dans une école bilingue à Paris. Donc, je travaille au collège, mais aussi au lycée. J'ai la chance d'enseigner 2 matières en même temps parce que les 2 sont, un petit peu des passions aussi, en particulier l'anglais. Voilà, ah oui, j'ai à peu près 21 heures d'enseignement.
Donc, il faut savoir que, en général, pour 1 heure d'enseignement, je travaille mon cours peut-être, allez, minimum 30 minutes, maximum 1 heure. Donc, sachant que j'ai 20 classes, ça fait beaucoup de préparation, beaucoup aussi de réflexion, de correction et de discussion, autant avec les élèves qu'avec les autres enseignants. Je n'ai pas toujours fait ce métier, mais ça fait quand même déjà plusieurs années que je l'exerce. Et en ce moment, voilà, ça fait peut-être moins d'1 an que je suis dans cet établissement, mais j'aime beaucoup ce que je fais. En tout cas, ça demande une organisation particulière, une gestion du stress et des émotions aussi particulières. Et l'intérêt pour l'autre aussi doit être très accru. Il faut vraiment essayer de comprendre l'autre, en particulier les élèves, donc dans mon cas les adolescents, qui peuvent être aussi changeants. Donc quotidiennement, c'est vrai que je prends beaucoup sur moi. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'organises, par exemple, entre l'anglais et le français? Ah, c'est une question intéressante. Alors moi-même dans mon cerveau, c'est un peu compliqué parce que je parle les 2 tous les jours, tout le temps. Donc souvent, je cherche aussi mes mots donc dans une langue ou dans une autre. Mais pour l'organisation, clairement, moi j'aime beaucoup passer par l'écrit. Je sais qu'aujourd'hui, bon, tout est numérisé, mais je suis un petit peu old school, comme on va dire, donc à l'ancienne. J'aime bien organiser ma journée en écrivant, voilà, pour telle matière, anglais, on va faire telle partie ou tel sujet. Des fois, ça m'arrive d'écrire dans une langue ou dans une autre, donc peu importe. Tant que c'est structuré sur papier, dans ma tête, c'est un petit peu plus clair également. Dans une journée, j'enseigne les 2. Donc, il n'y a pas un jour dédié à l'anglais et un jour dédié au français. Le matin, je peux enseigner l'anglais, l'après-midi, le français. Des fois, j'ai même 1 heure d'anglais suivie d'1 heure de français suivie d'1 heure d'anglais. Donc, oui. Et j'ai des élèves dont je suis l'enseignante de français, mais aussi d'anglais. Ok. Donc, voilà, ils me parlent dans les 2 langues aussi. Voilà. Et ça doit être une gymnastique du cerveau. Très, 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 mais pour les élèves aussi, sachant qu'ils ont donc des cours de SVT, mais aussi de physique-chimie qui peuvent être en anglais aussi. Donc voilà, donc pas seulement anglais dans la matière anglaise, mais aussi dans les autres matières. Donc merci Laura. Et tout à l'heure, tu nous as dit que tu as grandi à Marseille. Oui. On connaît tous et tous les difficultés de Marseille. Est-ce que tu peux nous dire, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais déjà conscience de ces difficultés-là à Marseille? Et est-ce que tu te disais que par rapport à ces difficultés-là, je parle un peu plus de la violence, des jeunes qui vont pas plus loin dans les études et qui se lancent dans des activités pas trop licites. Est-ce que dans ta tête, tu te disais, c'est quelque chose qui peut être un frein pour moi, pour mes études ou même pour ma vie d'adulte? Oui, c'est une très bonne question. Alors moi, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis née à la Martinique, mais j'ai grandi à Marseille. Donc quand on est jeune, même enfant, je ne pense pas qu'on se rende compte vraiment de l'impact, etc. Mais moi, j'ai fait l'expérience justement de pas mal de difficultés ou des choses qui m'ont fait penser qu'effectivement, ce sera bloquant. Donc dans ma tête, je me suis toujours dit, même depuis plus petite, que je n'allais pas rester et qu'il fallait que je parte, entre guillemets, pour survivre, pour vivre et pour me découvrir. Et je savais qu'il y avait autre chose. Donc oui, les difficultés ont été quand même assez nombreuses, même depuis plus jeune, entre le racisme ou, comme tu as mentionné tout à l'heure, la violence. Mais heureusement, franchement, merci mon Dieu, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui, avec mon frère et ma sœur, nous ont vraiment encadrés, guidés, etc. Et ont été peut-être même souvent stricts pour qu'on puisse garder le cap. Et moi, les études, pour moi, c'était vraiment très, très important. J'étais vraiment concentrée sur mes études, sur ça. Mais ça n'a pas été facile. Et même à l'école, ça n'a pas du tout été facile. Est-ce que tu sentais une différence quand tu allais à l'école? Imaginons par exemple le lycée. Au lycée, par exemple, seconde, première, terminale, est-ce que tu as senti une différence entre,
du coup, les élèves noirs, les élèves blancs. Je dis ça parce que j'ai vécu à Marseille à un moment. Ah! Et quand j'étais petite, à l'école primaire, j'ai senti cette différence-là, mais vraiment, c'était énorme. Ah bah oui, C'était moi vraiment aussi, hein. énorme. Ah oui, moi je pense même depuis la maternelle, Ouais. je me revois dire à ma mère: «Oui, mais pourquoi ils disent que je suis noire alors que je suis marron?» Oui. en lui sortant mes crayons de couleur et cetera. Au primaire, aussi en termes d'effectifs, comme au collège et au lycée, je pense que j'ai été souvent la seule, enfant noire dans ma classe. Pas forcément non plus avec des enseignants, comme moi, noirs, et donc aucune représentation à ce niveau-là. Donc oui, souvent je le vivais, mal, donc beaucoup de réflexions aussi racistes également, en particulier au primaire. Au collège et lycée, je me sentais un peu seule, mais j'essayais de me rapprocher des personnes qui me ressemblaient. Comme ma meilleure amie Patricia qui, elle est malgache, donc je me disais: «Ah, voilà, on se comprend». Mais oui, je l'ai pas forcément bien vécu, surtout que j'étais au collège et au lycée dans un établissement catholique privé et je trouvais qu'il n'y avait pas tant de diversité que ça, malgré le fait qu'on était, à Marseille et puis moi, dans mon cas, dans les quartiers nord. Je ne comprenais pas trop ce manque de diversité à l'époque. Bon, maintenant, je le comprends un peu mieux, mais à l'époque, non, et je me disais juste que vivement que les années passent. Ouais, moi, c'est ce que je me disais. Parce qu'à un moment, je me rappelle, à la cour de récré, je me suis fait mal. Le prof m'a juste dit, ben, retourne jouer, tu verras ça quand tu rentreras chez toi. C'était quand même une grosse marque que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai pas compris. Et franchement, quand on est enfant, ça fait mal. Oui, c'est vrai, malheureusement. Et en plus, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Non, Qui nous marquent. clairement. Et du coup, tout à l'heure, j'ai commencé à parler du lycée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta première terminale? T'as fait un lycée général. Oui. Est-ce que c'était un choix de ta part ou on t'a pas forcément laissé le choix? Alors, moi, j'ai l'impression que c'était un peu les 2, Oui. parce que mes parents, bon, je sais qu'ils tenaient, quand même au fond d'eux à ce que je fasse, une filière, générale, je le savais. Et moi, au fond, j'ai toujours eu un petit peu, je pense, inconsciemment, cette pression de me dire que je veux qu'ils soient fiers de moi et cetera. Et en même temps, j'appréciais beaucoup, les langues déjà, en particulier en seconde. C'est à ce moment-là où je me suis dit: «Non, mais en fait, tout ce qui est langue, littérature, culture, c'est ce que j'aime», et j'avais beaucoup de facilité en anglais, et je ne comprenais pas trop pourquoi, sachant que mes parents ne parlent pas anglais, je n'ai pas vécu dans un pays anglophone. Mais parler créole? Oui, créole, oui. Ça Donc, joue aussi le ça fait de joue, c'est parler vrai, 2 parce langues, qu'on était, oui, effectivement, dans un environnement bilingue, mais à l'époque, je ne me rendais pas forcément compte. Oui. Et donc j'ai choisi, de faire une première L avec, plein d'options aussi en terminale, donc option art plastique, j'aimais déjà l'art, option italien en 3e langue, j'ai rajouté aussi de l'anglais en plus, donc donc voilà, j'ai fait vraiment, ma filière, donc celle qui m'a le plus plu, et j'étais quand même vraiment épanouie de manière académique, au lycée. Mais en tout cas, première terminale, ça s'est super bien passé. Donc, voilà. Et t'étais assez studieuse comme élève? Oui, oui, c'est vrai. Je m'enfermais beaucoup, pour lire, pour étudier, oui, beaucoup. Et arrivé en terminale pour le bac, est-ce que tu as eu un doute en te disant peut-être que je l'aurai pas, ou t'étais vraiment confiante? Non, j'étais sûre que je l'aurais, mais je me demandais avec quelle mention. Parce qu'en c'était fait, ça ton problème, en voilà, fait. moi, c'était plus ça mon problème. Parce que, mine de rien, dans le collège-lycée où j'étais, oui, c'était très, très strict, très sévère. Donc, on nous entraînait énormément au baccalauréat. Même le samedi matin, où on avait nos devoirs sur table. Je m'en souviens encore, des fois, 4 heures de philosophie entre 8 heures et midi, devoirs sur table le samedi. Et aussi, ils avaient vraiment beaucoup de pression parce que chaque année, il y avait 100% de réussite au bac. Donc, nous-mêmes, on se devait aussi ces effectifs-là. Donc non, je n'avais pas trop de stress par rapport au bac, mais plus, voilà, la mention et éventuellement l'après. Ouais, ça, on nous prépare pas, assez, je trouve. Oui, pas du tout. Ouais. Et justement, tu as ton bac. Toi, comme tu viens d'évoquer la non-préparation, tu te prépares comment pour le départ? T'es à Marseille. Est-ce que tu veux rester à Marseille? Est-ce que tu veux quitter Marseille? Est-ce que tu veux quitter déjà le cocon familial ou
Alors moi, je savais que je voulais partir, mais pas de n'importe quelle manière. Oui. Et j'étais trop dans le doute par rapport à quelle filière faire. Je savais qu'avec mes bons résultats, je pouvais aller en prépa ou à la fac, ou voilà. Mais je pense que j'étais pas encore vraiment prête psychologiquement à m'en aller le septembre là qui allait suivre. Donc je me suis un petit peu renseignée de mon côté. J'ai demandé conseil aussi un petit peu à mes parents ce qu'ils pensaient. Aussi, j'ai vu une conseillère d'orientation qui n'a pas du tout été utile. C'est toi qui a pris l'initiative d'aller la voir Oui, mais il y en avait une au sein de l'école. Et donc, pour cette partie-là, c'était plus l'école qui nous conseillait, mais j'en ai vu une autre aussi en dehors de l'école. Celle au sein de mon école, je me souviens, elle n'a pas été gentille du tout. Ouais. Oui, parce qu'il y avait une partie de moi qui donc aurait souhaité faire hôtesse de l'air. Oui. Donc toujours pour être en relation avec les voyages, les langues, etc. Et je me souviens encore, ça m'a marqué, j'avais 17 ans. Elle m'a dit, mais à part servir, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Oui, et surtout avec tes résultats, tu peux faire autre chose quand même. Donc, comme si elle m'avait un peu crié dessus, limite, et moi, ça m'a traumatisée. Donc, j'étais très déçue et je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'elle a raison. Faut pas que je fasse ce métier alors. Et maintenant, avec du recul, je me dis, peut-être que Surtout que ça me rappelle une Antillaise, je pense qu'elle est Antillaise, elle est hôtesse de l'air, elle tient une chaîne YouTube. Ah, c'est vrai que j'allais la rechercher d'ailleurs. Je vais la chercher, elle va venir dans le podcast. pour nous parler du métier. Oui. Moi, je pense que ça m'aurait plu de le faire, mais peut-être pendant 2 ans ou 3 ans maximum, et puis après, passer à autre chose. Mais c'est vrai que je me souviens maintenant que certains adultes ont eu des paroles assez dures. Oui. Ouais. Et donc, ça peut porter un peu à confusion quand on se cherche, qu'on est jeune. Donc, voilà. Ça m'a pas vraiment aidé, même pas du tout. Et au final, tu finis quand même par prendre une décision et tu vas... Alors, j'avais été acceptée en prépa, justement, mais finalement, j'ai décidé d'aller à la fac. Alors, pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, c'était un peu, je dirais, la zone de confort où, voilà, si jamais je me trompe, je peux retomber sur mes pattes, parce que j'étais vraiment pas sûre de ce que je voulais faire. Même comme métier, je n'avais aucune idée. Non, je savais juste que j'aimais les langues, la littérature, le monde. Donc, j'ai décidé de faire une licence LEA, anglais et espagnol. Et en LEA, ce qui était bien, c'est que il y avait beaucoup de matières, c'était très général. Donc un peu comme au lycée au final. Oui, un peu comme au lycée au final. Et avec aussi des nouvelles matières comme le droit, l'économie et le management, le marketing, etc. Toujours appliqué aux langues. Donc j'aimais bien. Et la première année de prépa, tu l'as faite à Marseille? Pas de prépa, de fac. Je l'ai faite à Aix-en-Provence. Mais c'était pas trop loin de chez moi. Bon, quand même à 1 heure, un peu plus d'1 heure de transport depuis le nord de Marseille. Ouais. Mais ce qui était bien, c'est que j'avais des copines qui étaient aussi là-bas, ou que j'ai rencontrées aussi par la suite. Donc c'était quand même un choix assez rassurant. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, certainement, je suis prête à partir. Et là, tu avais pris un logement à Aix ou Non, j'étais toujours chez mes parents et je faisais les allers-retours et c'était c'était très fatigant. À l'époque, j'avais plus d'énergie que maintenant. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu du coup ta première année? Oui, vraiment bien cette sûr. première année-là, en nous disant tes difficultés, comment tu t'es sentie, parce que finalement là, c'est plus le lycée. Là, t'es pas forcément suivi comme au lycée et tu fais une année à la fac. Donc, une année à la fac, c'est un peu, le prof arrive, te donne des cours et tu te démerdes. Effectivement, tout à fait. Alors moi, j'avoue que ça m'a un peu choquée parce que j'avais pu rester dans le même établissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, collège-lycée, donc entre la 6e et la terminale, c'est long, j'avais certaines habitudes. Et là, comme tu as dit, je me suis retrouvée vraiment dans un endroit où il y a énormément de personnes. En plus, on est là, je crois qu'on était 500. Bon, après quelques mois, ça se vide, les bancs se... Mais oui, la première année a été particulièrement difficile pour moi parce que je sortais de presque première de la classe en terminale à, très très loin dans les effectifs. Voilà. Et comme je l'ai dit, en LEA, il y a beaucoup de... Donc, et personne pour nous dire, il faut réviser ça pour tel jour demain. Donc, l'organisation, et j'ai dû vraiment m'accrocher. C'était très difficile. Pour moi aussi, il y avait des matières qui étaient plus compliquées que d'autres, comme l'économie,
parce que je ne suis pas très chiffres ou il y a vraiment des concepts pour moi qui sont un peu abstraits. Les langues aussi, hein, mine de rien, c'était difficile parce que c'était un autre niveau. C'était beaucoup plus élevé qu'au lycée. Donc, fallait vraiment travailler. Ouais. Mais ça m'a appris quand même l'autonomie et l'ouverture aux autres parce que c'est à ce moment-là où j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui venaient de d'autres établissements. En LEA, il y avait, oui, de manière très intéressante, des jeunes qui venaient de cursus et filières différentes de la mienne. Donc, ça m'a permis un peu de m'ouvrir, commencer à faire du sport, d'autres choses. Et aussi d'avoir des informations sur mes possibilités, en fait. Donc, celles à l'étranger. Et d'ailleurs, en parlant de ces possibilités-là, est-ce que tu peux nous raconter, parce qu'on s'est déjà eu au téléphone, donc je connais plein de petits trucs. Est-ce que tu peux nous raconter tout ce cheminement-là qui a fait que tu es partie à l'étranger dans plein de pays et que maintenant tu es prof de 2 langues? Oui. En fait, du coup, tout a commencé à la fac, en fait. Il y avait à l'époque pas mal d'informations qui étaient placardées contre les murs. Bon, aujourd'hui, c'est très différent, hein, tout est numérisé. Mais voilà, moi, j'étais souvent à l'affût des petites infos pour partir en Erasmus ou à l'étranger. Je savais que c'était à partir de la 2e année. Donc, en première année, on ne pouvait pas directement partir en Erasmus. Et en fait, j'avais vu ce programme européen qui s'appelait LE Europe et je savais que je voulais le faire, mais qu'il sélectionnait que peu de personnes. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et en même temps, au vu de mes résultats qui étaient pas non plus excellents, j'avais un petit peu des doutes. Au final, j'ai été prise dans le programme et en 2e année, je suis partie en Belgique. Donc, vraiment, c'était super. J'étais dans une ville qui s'appelle Gand. Dans la partie flamande. Et on était quelques personnes d'Aix-en-Provence. On a formé un super groupe. C'était ma première expérience déjà sans mes parents, pas à la maison, et en particulier dans une partie du pays ou dans un pays où je ne parle pas la langue, parce que je ne parle pas néerlandais. Donc, on avait des cours du soir de néerlandais, mais c'était très, très difficile. Tu as gardé un peu Non, pas du tout. Juste quelques petits mots. Voilà, bonjour, merci, au revoir. Voilà. Mais c'est peut-être parce qu'aussi je m'intéresse peu à la langue, mais je pense que si j'avais été voilà plus sérieuse en me disant non, je veux vraiment continuer, j'aurais pu. Donc l'aventure a commencé à partir de la Belgique. D'accord. Et tu pars où après? Je reste combien de temps déjà en Belgique? Alors, 1 an, en fait. C'était, on va dire, un programme d'échelon. Après, je suis rentrée un petit peu à Aix, mais très peu de temps. Et ensuite, j'ai fait un stage en Pologne. Et faut savoir que mon stage en Pologne, donc en 3e année, était déjà autour de l'enseignement. Donc, j'avais 20 ans et j'avais déjà un petit peu des appétences pour l'enseignement parce qu'en Belgique, pour me faire un peu de sous, je partais dans une autre ville, c'était à Anvers, pour donner des cours, voilà, de manière un peu informelle à certains jeunes. Français ou anglais? Oui, c'était français. Donc, qui voulaient apprendre le français, mais qui, eux, étaient néerlandophones. Voilà. Et donc, c'est comme ça, je me suis dit, non, mais en fait, j'aime bien. Donc, en Pologne, j'étais dans une association d'amitié franco-polonaise à Cracovie. Et j'y suis restée 6 mois. Et j'ai fait un stage là-bas où j'enseignais le français. Mon plus petit élève, je me souviens encore il avait 4 ans. Il s'appelait Pietrouche. Trop mignon. Ouais. Et le plus âgé, je crois, 70, quelque chose comme ça. Donc, c'était des classes ou non, en fait, particuliers? bon, il y avait quelques classes, mais pas beaucoup. Et aussi, c'était des cours particuliers. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé ce stage. C'était vraiment bien. Mais je n'étais pas très sûre de vouloir enseigner, voilà, d'en faire vraiment mon métier. Donc, entre la 3e année et mon master, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis. OK. Voilà, mais j'avais postulé pendant que j'étais en Pologne et grâce à ma fac toujours, où il y avait aussi les informations, etc. Et j'ai été assistante de langue. Voilà. En particulier à Boston et en fait, bon, dans une ville qui est à côté de Boston, qui s'appelle Wesley et l'établissement, ça s'appelait Wesley College. Et là, j'y suis restée 1 an aussi. Donc, l'émission consistait à enseigner le français,
Mais là, c'était à l'université. Mais j'assistais beaucoup des professeurs d'université. J'aidais avec les devoirs aussi. J'avais mon petit bureau où j'avais des permanences pour aider avec les devoirs. Et il y avait une partie événementielle. Donc ça, c'était génial. Voilà. Où on devait un petit peu... Enfin, je devais aider à l'organisation des événements. J'habitais dans une maison qui s'appelait la Maison Française. D'accord. Et le but dans cette maison, c'était de parler que français avec les étudiantes. Je dis étudiantes parce que c'était une université exclusivement féminine. Ok. Voilà. Et franchement, cette année-là était super. Mais pareil, je n'étais pas encore sûre de mon potentiel. Pourtant, tu continues. Ouais, voilà, je force un petit peu. Je creuse un petit peu. Mais je ne sais pas. Je n'étais pas totalement sûre. Et vu que je n'étais pas sûre, ben, pendant quelques années, après, j'ai fait autre chose. Voilà. En revenant, j'ai fait un master, mais qui n'avait rien à voir avec l'enseignement. Là, t'es partie aux États-Unis, t'as fait ton master en étant aux États-Unis? Non, j'étais juste assistante de langue entre la licence et le master. D'accord. T'as fait combien de temps, du coup? C'était 1 an. 1 an. Voilà. Okay. Et là, et là, je suis revenue en me disant, bon, cette fois-ci, je veux faire un master. Mais bon, pas forcément dans l'enseignement. J'aime voyager, j'aime les langues. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire un master dans le tourisme. Finalement. Voilà. Donc, j'ai fait une première année, toujours à Aix-en-Provence. Donc, j'y suis retournée de master. Et en fait, ça s'appelait tourisme, langue et patrimoine. Et là, c'était centré plus sur l'espagnol. Voilà. Il y avait pas d'anglais. Donc, j'étais un peu triste. Mais c'était centré sur l'espagnol. J'ai pu améliorer un petit peu mes compétences en espagnol. Et je me souviens, j'avais fait un mémoire sur la santeria. Je sais pas si tu connais. Non. C'est en fait une religion qui vient du Nigeria, donc Yoruba en particulier, et qui a été exportée à Cuba. Donc moi, je m'intéressais à tout ce qui était tourisme religieux, etc., dans les îles et aussi en Amérique latine, centrale et du Sud. Et donc, à l'issue de ça, je me suis dit, bon, ben, cette fois-ci, je vais continuer dans le tourisme. Peut-être que c'est ça qui est pour moi. Même si l'enseignement me manquait un petit peu, mais pas tant que ça. Et donc, après, je suis partie plutôt en région parisienne. Donc, c'était en 2016 pour faire un master de management du tourisme en alternance à Disneyland Paris. Donc, mon université était à Strasbourg et du coup, mon travail était à Disney. Il y avait 2 semaines à peu près à Disney, ensuite 1 semaine à Strasbourg et ensuite je retournais à Disney. Voilà. T'avais un logement du coup attribué par Disney ou... Alors oui, à Disney, heureusement, vu que j'étais en apprentissage, donc j'étais alternante, on m'a aidée. Voilà, à trouver un logement qui était à Val d'Europe, vraiment à côté. Et pour Strasbourg, par contre, j'ai dû me débrouiller. Donc la semaine là, au début, c'était une catastrophe, vraiment une catastrophe. J'ai été en Airbnb, en hôtel, quoi d'autre. Oui, vraiment une cata. Mais je ne sais plus comment, mais j'ai été ensuite chez l'habitant. Donc j'ai été mise en contact, je ne sais plus de quelle manière, avec une vieille dame qui avait à peu près 70 ans. Et la semaine, en fait, je dormais chez elle et c'était pas très loin de la fac. Et des fois, on partageait des repas ensemble le soir. Elle me demandait comment était ma journée, mes cours, etc. Et voilà. Et ça jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'était top. Quand j'étais à Strasbourg, j'avais un petit cocon, on va dire ça comme ça, parce que c'était tout mignon chez elle. Et ensuite, le reste du temps, j'avais ma vie à moi, mon chez moi à moi, à Val d'Europe. Donc, voilà. Et à la suite de cette mission chez Disney, mon alternance, etc., bon, j'ai eu mon master, tout s'est bien passé. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un travail, et en particulier au niveau du master. Voilà. Moi, ce qu'on me proposait après mon master de management du tourisme, c'était réceptionniste dans les hôtels, quoi. Voilà. Alors, tu viens pas passer un master quand même. Ouais, et en plus, un mémoire, parce que j'en ai écrit un autre, c'était plus sur l'expérience client, Disneyland Paris, etc. J'avais une super note et du coup, je comprenais pas pourquoi j'ai l'expérience à Disney, j'ai un master, j'ai voyagé, je parle plusieurs langues. Pourquoi est-ce qu'on me propose un poste de réceptionniste? Je ne sais pas. Voilà. Et j'ai eu vraiment une période un peu difficile quand j'étais à Paris à ce moment-là.
Donc, entre-temps, j'ai fait d'autres petits boulots. On m'a proposé aussi un CDI à la SNCF pour faire quelque chose qui n'a rien à voir. Voilà, j'y suis restée 1 an. J'ai démissionné. Je me suis dit, non, il faut que je reparte à l'étranger, en fait. Donc, je suis repartie. Voilà. Alors, j'ai fait que 5 mois en Espagne. Et donc là, c'était une mission de coordination plutôt et d'un programme en anglais pour un public très spécifique, donc le public militaire. Voilà, et c'était paumé dans le nord de l'Espagne, à Lérida, enfin, même à côté de Lérida. Ça s'appelle Tallern. Et donc voilà, c'était une expérience très particulière, très très particulière, mais j'ai aimé quand même. T'es resté combien de temps? Que 4-5 mois, c'était une mission très très courte, voilà. Mais je savais qu'après ça, il fallait que je trouve autre chose et voilà, moi je voulais pas retourner à Paris, je voulais pas retourner en France. Je voulais juste enseigner ou faire quelque chose qui a un rapport avec les langues et qu'on me donne un petit peu ma chance parce que en France, avec mon master, là, c'était bouché. Vraiment. Et c'était super, mais je me disais, bon, après les 4 mois, où est-ce que je vais aller? Et là, à ce moment-là, tu penses toujours pas à enseigner? Un petit peu parce que j'étais je faisais de la coordination pour justement un programme en anglais. Et j'aidais souvent les profs par rapport au contenu, donc ceux qui devaient enseigner, etc. Et je me disais, bon, c'est pas trop mal en fait. Au final, peut-être que mon master de management du tourisme, voilà, j'ai eu pas mal de facilité avec la partie académique, mais peut-être que pour tout ce qui concerne l'expérience pro, je devrais retourner vers l'enseignement. Donc oui, à ce moment-là, effectivement, l'idée me retraverse l'esprit. Et c'est à ce moment-là que je commence à chercher au bout des 2 mois, un petit peu avant la fin de la mission là en Espagne, ce que je pourrais faire après. Et là, je trouve une mission, mais en Afrique du Sud. Et je me suis toujours dit, oh là là, mais j'aimerais trop y aller. Donc de l'Espagne, je me suis dit, non, il faut que je postule à cette offre. Donc c'était dans une alliance française, une petite alliance française, Port-Elizabeth, donc il y a une petite ville proche de la mer, etc. Donc je postule, j'ai mon entretien par Zoom, voilà, avec beaucoup de bugs comme d'hab. Et au fur et à mesure, voilà, je suis super motivée. La personne qui me fait passer l'entretien aussi. Et, du coup, j'ai été prise. Voilà, donc pour être enseignante, mais de français, donc à l'Alliance française de Port-Elizabeth en Afrique du Sud. Là commence le cauchemar parce que je me dis comment je vais faire en fait pour le visa, etc. Du coup, il faut que je repasse par la France. Donc oui, la mission en Espagne se termine, tout va bien. Je repasse par la France. À l'époque, mes parents habitaient encore à Marseille, donc ça a été sympa. J'avais encore quelques connaissances à Paris, donc je suis partie faire mon visa, mais vraiment un cauchemar pour moi. Mais pourquoi un cauchemar? Est-ce que c'est aussi compliqué que ça, d'avoir un visa en tant que Français pour aller En fait, c'est pas forcément lié, même en tout cas moi, de mon expérience, parce que j'ai dû retourner. J'ai fait 2 visas là-bas et les 2 fois, c'était catastrophique. Le premier, c'était plus un visa étudiant. On en a fait passer un visa étudiant pour que ce soit un peu plus facile, un peu comme si je faisais un long stage en Afrique du Sud, mais rémunéré. Et le deuxième, c'était vraiment un visa de travail parce qu'au final, j'y suis restée que 2 ans, donc 1 an et demi. Et ce qui était le plus compliqué, je trouvais que c'était les délais et aussi peut-être le côté administratif, la mauvaise organisation, je pense. Il y avait des personnes que je voyais qui attendaient depuis des mois, qui pleuraient, etc. Parce que ils n'avaient pas de nouvelles ou ils avaient perdu leur billet d'avion. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai harcelé ces personnes. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Pendant 1 semaine, j'allais tous les matins, même plus que 2 semaines. J'allais tous les matins, je me présentais à la première heure. Des fois, j'attendais et puis on me disait non, votre visa n'est pas encore là, etc. Donc j'y allais tous les jours et l'après-midi, quand c'était fermé, je les appelais. Donc voilà, juste pour faire en sorte que ça avance. Jusqu'à ce que je l'ai, donc que je l'obtienne. Et là, je suis jamais expliqué pourquoi ça prend. Non. Et je pense qu'après le Covid, c'est devenu pire. Parce que là, c'était bien avant le Covid. Voilà. Enfin, bien avant. C'était quoi? 2018, 2019. 2 ans avant. Voilà, 2018, voilà.
Et donc, en Afrique du Sud, ça s'est super bien passé aussi. J'ai enseigné, j'ai pu découvrir le pays. J'ai parlé avec énormément de personnes, découvert beaucoup de choses sur la culture, l'histoire, voyagé un petit peu à gauche, à droite, Cape Town, Pretoria, Johannesburg, voilà, vue du pays, on va dire ça comme ça. Et je me suis fait des amis là-bas, que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Donc, un bon réseau, en vrai. oui, non, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Mais dans ma tête, voilà, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je fasse valoir cette expérience aussi d'une autre manière. Donc, pendant et aussi pour justifier mon visa d'étudiant, donc pendant que j'étais là-bas, j'ai fait un autre master, en fait. J'ai commencé à faire un autre master, mais cette fois-ci lié à l'enseignement et à l'éducation. À distance. Voilà, à distance. En France. Et en France, voilà. Donc, c'était avec l'université de Rouen. Donc, j'ai fait un master 1 qu'on appelle didactique des langues. Donc, vraiment spécifique aux techniques de l'enseignement, de la transmission, de la pédagogie. Et j'ai tout fait en ligne. Voilà. Donc, pendant que j'étais en Afrique du Sud, que je travaillais à l'Alliance française, je travaillais sur mes cours en même temps du master 1. Et j'ai passé aussi tous mes partiels en ligne, etc. Il fallait en particulier rendre des dossiers, donc faire des études de cas, rendre des dossiers. Et le fait de travailler en tant qu'enseignante déjà, j'avais quand même pas mal de matière à justement alimenter mes dossiers, etc. Donc c'était une année avec beaucoup de travail. Et en même temps, à l'Alliance française, c'était assez relax, assez cool aussi. Donc, je pouvais aussi faire mes cours un petit peu comme je le souhaitais. Ouais, et surtout que le français, c'était ta langue maternelle. Voilà, donc, exactement. C'est vrai. Après, pour ça, ben, on peut, c'est un peu disputable parfois parce que quand on a le français en tant que maternelle ou n'importe quelle langue en tant que maternelle, le côté pédagogique peut être un petit peu plus difficile parce que pour certaines personnes, ce sera plus compliqué d'expliquer certaines règles de grammaire parce que pour nous, c'est naturel. On va te dire, mais pourquoi est-ce que tel mot, je mets un ou une? Pourquoi est-ce que je dois mettre aux États-Unis et pas juste AU? Il faut expliquer. Voilà. Voilà. Et cette partie-là, pour un natif, elle est plus difficile que pour une personne qui a déjà appris la langue. Comme par exemple, pour moi, l'anglais, les règles de grammaire, je peux les expliquer comme un apprenant. Voilà. Mais pas comme une personne native qui veut juste dire, c'est comme ça, on dit comme ça, et puis voilà. Ouais. Donc ça, bon, j'ai appris ça après. Mais voilà. Donc, j'ai obtenu mon master 1. Du coup, de français langue étrangère, parce que c'était très spécifique au français en tant que langue étrangère, ce que je voulais enseigner. Et depuis l'Afrique du Sud, je me suis dit, ben, en fait, autant continuer, faire mon master 2 cette fois-ci. Et pour faire le master 2, j'ai postulé toujours en ligne et je voulais faire un master très spécifique. Donc, un double diplôme qui me permettait d'obtenir 2 diplômes en même temps. Donc, non, cette fois-ci, pas. Bon, oui, il y en avait un français et un anglais, donc de l'Angleterre. Le français, donc c'était le master 2, didactique des langues, mais avec une spécialité. Cette fois-ci, c'était spécialisation dans les pays anglophones. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai dû changer d'université. Je suis partie, en fait, faire ce master-là en Angleterre, mais avec l'université d'Angers. Voilà. Là, tu es revenue d'Afrique du Sud? Oui, depuis l'Afrique du Sud, je suis partie en Angleterre. Directement, sans passer par la France? Bon, juste pour déposer quelques affaires, dire bonjour, au revoir à papa et maman comme d'habitude à Marseille. Et je suis partie en Angleterre. Voilà. Et la deuxième partie du diplôme, ça s'appelle le PGCE, qui est un équivalent du CAPES qu'on connaît ici en France. Donc, pour enseigner le français au collège en particulier. Voilà. Et ça a été une année très difficile parce que ça a été l'année du Covid. Et aussi parce que le programme, il était lourd. Et c'est un petit peu différent du CAPES. Là, il n'y a pas de concours, mais pendant 1 an, nous-mêmes, on enseigne ou on co-enseigne donc avec notre enseignant anglais pour le coup. Et on est observé avec des fiches aussi d'observation et qu'on nous donne à chaque fin de cours. Donc voilà, chaque cours pendant 1 an, il y a des personnes. Pendant 1 an, tu as une feuille qui te dit ce que tu as fait. Qui est au fond de la classe et qui te regarde en train d'enseigner. Voilà,
pour te dire ce qui va pas, ce qui va. Bon, en général, ce qui ne va pas. Mmh. Et donc, j'enseignais les 2 langues, le français et l'espagnol. OK. Voilà. Et de là, bon, vraiment, je me suis dit: «Non, mais en fait, c'est fait pour moi, l'enseignement. Là, c'est une évidence, même si c'est difficile, j'ai tenu le cap». Il y a eu des moments où franchement, surtout quand on reçoit beaucoup, on va dire, bon, moi, je le voyais comme des critiques parce que des fois, ce n'était pas forcément très constructif. Mais quand on reçoit beaucoup de commentaires négatifs, par exemple, ce n'est pas facile, humainement parlant. Ça joue sur l'ego, hein. Voilà, il faut se blinder, vraiment. Et oui, ça m'a permis, voilà, d'être un peu plus confiante dans ma pratique et d'avoir plus d'expérience aussi. Il y avait aussi la partie à l'université. Donc, j'allais aussi à l'université pour assister aux cours. C'était comment? Est-ce que c'était, par exemple, la matinée à l'université et le reste du temps, t'allais enseigner Non, ou non. C'était par bloc. En OK. fait, on avait un bloc où on avait des cours pendant peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Après, on retournait à l'école et là, toutes les semaines, on était à l'école. On faisait une journée comme si on était un enseignant de là-bas. Voilà, donc du matin à l'après-midi. Et en fait, ce qui était intéressant dans ce programme, c'est qu'on était dans 2 établissements différents. Donc, au début de l'année, on était dans un premier établissement et à la fin de l'année, après, on était dans un autre établissement pour, en fait, voir un petit peu la différence entre les 2 établissements, avoir un public un petit peu différent, peut-être une école un peu plus difficile qu'une autre pour qu'on ait un petit peu tout vu. Voilà. Et bien entendu, avec des examens à la clé, à la fin. Sinon, Voilà. c'est pas drôle. Voilà. Et donc, pendant cette année, toujours pareil, hein, je me suis toujours dit: «Ah, mais il faut que je bouge encore parce que voilà, il faut que je vois, le monde, que j'essaie d'enseigner encore dans d'autres endroits». Pendant cette année, j'ai postulé pour, enseigner en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, et je voulais retourner, en Afrique, mais je savais pas dans quel pays. Mais là, voilà, pour quelques raisons personnelles, je suis partie en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, j'enseignais l'anglais à Abidjan et dans une école locale, pas française ou autre, dans une école locale, mais qui a un réseau d'autres écoles en Afrique. Cette école, il faisait partie aussi du réseau du baccalauréat international, et donc c'était une école africaine. Et vraiment, là, c'était la première fois où pendant 1 an, où je me suis dit, j'enseigne que l'anglais et pas le français cette fois-ci, et entre la 6e et la 3e. OK. Voilà. Et tu pouvais avoir n'importe quelle classe? Ah oui, j'avais les 6e, les 5e, les 4e et les 3e. OK, Voilà. c'est sport. Oui, voilà. Donc là, j'enseignais au collège à temps plein entre septembre et fin juin. J'ai fait toute l'année scolaire. Je suis arrivée en août, je suis repartie en août. Donc j'ai fait 1 an à Abidjan. OK. Ouais. Et le début a été aussi un petit peu compliqué, surtout par rapport au logement, pour l'instant. Là, t'as fait comment, du coup? Est-ce que t'avais un contact sur place? Alors oui, heureusement, il y avait 2 choses. Donc, j'avais rencontré une Ivoirienne quand j'étais en Afrique du Sud. Super gentille, vraiment mon amie, trop sympa, qui m'a un peu aidée au début à prendre mes marques, etc., et qui m'a hébergée aussi un petit peu. À l'école, il y avait la directrice qui avait accepté que je reste un peu chez elle pendant 2-3 jours. Voilà. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Et ensuite, j'ai pas mal cherché et j'avais vu aussi une annonce sur Facebook. Bon, le début, ça a été un peu conflictuel et vraiment compliqué parce que entre les arnaques où on paye 5 000 francs pour aller juste visiter un endroit, le début a été très compliqué. Ça m'a mis peut-être 2 mois avant de vraiment être bien et chez moi et être installée. Voilà. Mais j'ai pas abandonné. Voilà, j'avais ma force de caractère qui a fait que j'ai pu trouver quand même un logement qui était très sympa. Et voilà, la vie aussi ça a mis un peu de temps aussi avant que je m'adapte. J'allais te poser la question, en tant qu'antillaise Afrique, tu l'as senti comment, toi, de ton côté? Alors, T'as pas forcément eu de grandes différences. Ah si, oui, c'est très très différent, et même par rapport, oui, je pense à mon histoire, mon expérience, mon vécu, je l'ai beaucoup mieux vécu quand j'étais en Afrique du Sud. Je me suis, je vais dire entre gros guillemets, intégrée
très, très vite en Mmh. Afrique du Sud. Et comme j'ai dit, je me suis fait des amis que j'ai toujours aujourd'hui, avec qui je suis toujours en contact et proche. Mmh. En Côte d'Ivoire, je l'ai pas senti comme ça. Je sais que certains ont une vision très différente, en particulier parce quand on part en vacances, c'est un peu différent, mais quand on pose ses valises quelque part, C'est pas pareil. voilà, ce n'est pas pareil. Mmh. Moi, je pense que j'ai eu un peu du mal à l'intégrer parce que je ne connaissais pas assez, je pense, les coutumes Mmh. ou la culture avant d'y être allée. Mmh. Et aussi la manière dont certaines personnes peuvent nous parler peut parfois heurter certaines personnes qui sont sensibles comme moi. Oui. Hem et aussi, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de différences entre les hommes et les femmes Mmh. et je ne supportais pas trop ces différences-là, en tout cas même plutôt dans le domaine pro Oui. et ça m'énervait un peu. Ouais. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'Antillais à Abidjan en particulier et j'étais dans une association antillaise qui s'appelle Sotirivé Mmh. et c'était vraiment trop trop bien parce que ils m'ont permis aussi de reconnecter un peu avec ma culture antillaise alors que j'étais à l'étranger. Mmh. Il y a énormément de choses qui organisées par ce groupe. Pendant que j'étais là-bas, on avait même fait un chanté Noël alors qu'aux Antilles, il avait été interdit à cause du Covid. Mmh. Là-bas, voilà, ils organisaient beaucoup de choses. Il y a une solidarité assez particulière. Et malgré nos différences, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi énormément de similarités entre les Antillais et les Ivoiriens dans ce cas-là. Et même au niveau de l'environnement, il y avait des fois, vraiment, je me sentais comme aux Antilles. Ouais. Ouais, vraiment. Je fermais les yeux et pour moi, j'étais aux Antilles. Est-ce que c'est quoi. pas l'ambiance festive? Non, Non, même pas? non, parce que c'était plus lié aux odeurs, aux fruits, aux légumes qu'on retrouve. Oui. Même la végétation, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la France, Oui, hein? rien à voir. Et même l'odeur de la pluie, des fois, je trouvais que ça, Ouais. ça sentait comme aux Antilles. Mmh. Et je me faisais souvent la remarque, ouais, que on se sent quand même bien. Mmh. Ouais, malgré le fait qu'à Abidjan, je trouvais que c'était souvent aussi le chaos avec les embouteillages. Ouais. Voilà, le bruit, tout ça. Et j'ai été très contente de m'éloigner aussi un petit peu d'Abidjan. Il y a une fois, je suis partie un peu en solo trip. Mmh. Je suis allée plutôt sur la côte ouest. Et là, vraiment, j'ai découvert des bijoux, vraiment des coins exceptionnels, plus calmes, avec des personnes qui m'ont raconté un peu leur vie dans le village. Oui, des sources naturelles. Vraiment, c'était un voyage exceptionnel et je n'étais pas prête à me dire non, mais je veux habiter là. Par contre, non. Ouais, au bout d'un an, après une réflexion vraiment profonde, je me suis dit que certes, c'est super, mais je me sens pas encore bah, totalement à l'aise. Ouais, de me dire que je vais tout quitter pour habiter à Abidjan, même si quand je dis tout quitter, au final, il y avait pas grand-chose en France à part mes parents, mais ce n'était pas encore pour moi le pays de ma destination finale, on va dire ça comme ça. Mais j'ai beaucoup apprécié cette expérience, autant professionnelle qu'humaine, malgré tout, malgré les difficultés, en particulier du début. Ouais. Donc voilà. Et à quel moment tu décides du coup de revenir en France? Alors c'est après l'Angleterre partie 2 Ouais. parce qu'après Tu Abidjan, repars en je Angleterre? suis repartie en Angleterre. Mmh. Sauf que je n'ai pas eu une bonne expérience et j'étais vraiment très, très, très déprimée, limite, en fait. Je ne sais pas si... Bon, oui, c'était un petit peu le contre-coup de ma vie en Afrique pendant un an, en particulier à Abidjan. Et aussi parce que le public auquel j'ai enseigné était trop difficile pour moi. Ouais, j'ai pas tenu le coup. Alors, à l'Angleterre? Ouais, je suis restée Difficile quelques mois. Ouais, en fait... très mauvais comportement des élèves, vraiment aucun respect, tout ce qu'on peut imaginer, les effectifs trop élevés, trop énormes pour une classe, peut-être 36 ou 37 élèves qui n'écoutent rien. Et moi, en fait, j'étais à Abidjan, mes élèves, ils étaient vraiment, c'était crème, quoi. Je les aimais beaucoup. Jusqu'à présent, j'y pense encore. La relation qu'on avait était particulière. Il y avait un respect quand même assez profond, assez énorme pour l'adulte tout court, de manière générale.
dans l'établissement où j'étais, où je suis retournée en Angleterre. Donc, c'était à Manchester. C'était pas dans la ville où j'étais ou quand j'ai fait mon PGCE. Là, c'était un autre contexte. Oui. Donc, et pendant plusieurs moments, je me suis dit, mais pourquoi m'infliger ça alors qu'en fait, j'ai quand même le choix. Au final, je peux aller un peu où je veux. Et j'ai pas tenu le coup, tout simplement. Ouais, même mon corps, j'ai eu un peu des soucis. Je me suis dit, non, en fait, il faut que je parte. Donc, j'ai pris un petit temps et je suis retournée, pas longtemps, je suis retournée un petit peu chez mes parents, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Et après, j'ai trouvé un emploi à Paris, mais dans la coordination. Un peu comme ce que je faisais quand j'étais en Espagne, pour en fait, aider et bon, être en support aux stagiaires anglais qui venaient faire leur stage en France d'enseignement. Donc, plus pour coordonner l'activité, pour leur montrer comment on enseigne. Donc, dans les établissements privés en France qui dépendent de l'éducation nationale, ces stagiaires-là venaient en renfort pour enseigner l'anglais. Et moi, j'allais pour leur montrer comment faire. Le problème, c'est que il y avait beaucoup trop de déplacements pour moi. Donc là, on va me dire, oui, mais t'aimes voyager, etc. Là, c'est pas pareil. Mais là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. Donc, 2 jours dans le sud de la France, 3 jours à l'est, à l'ouest. Pendant quelques mois, pour moi, c'était bien. Ouais. C'était, on va dire, assez marrant, on va dire ça comme ça. Oh, je prends le train ou je prends l'avion. Aujourd'hui, je vais là, je vais là. Mais j'étais trop fatiguée, en fait. Et l'enseignement me manquait encore parce que là, c'était juste leur montrer, mais c'était pas moi qui enseignais vraiment. Je n'avais pas ma classe. Je n'étais pas vraiment dans le contrôle de tout cela. Et malheureusement, peut-être un peu trop de management ou des problèmes à gérer qui sont plus de l'ordre de l'émotionnel, etc. Ça ne fonctionne pas avec tel stagiaire parce que je la trouve comme ci ou je la trouve comme ça. Bon, moi, je ne sentais pas que je faisais une réelle différence pour quelqu'un, en fait, dans ce métier que je faisais. J'ai apprécié quand même le contact avec certaines personnes et dans les langues, tout ça. Heureusement, j'ai rencontré une collègue qui est super, qui fait toujours ce métier d'ailleurs, et qui m'a beaucoup soutenue. Donc, on s'est envoyé souvent des messages pour se dire, ah, aujourd'hui, je suis dans tel hôtel, dans telle ville, etc. Comment ça se passe avec ton stagiaire, tout ça. Mais j'ai pas tenu. Par contre, je me suis fait la réflexion que j'aimais énormément aider au niveau du contenu, donc de la création du cours, montrer voilà si ce cours-là, il est bien fait, pourquoi, ça, cette partie-là, j'aime beaucoup. Et donc ensuite, je me suis dit non, mais en fait, il faut que je retourne enseigner cette fois-ci pour de vrai. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé donc mon emploi actuel. En fait, c'était un peu par pur hasard parce que c'était une candidature spontanée. Et ils m'ont dit, ah mais ça tombe super bien parce qu'on vient d'avoir une place. Et en plus, on recherchait urgemment quelqu'un. Et comme vous, qui parle anglais, français, qui enseigne les deux. Voilà. Et moi, je me suis dit, mais en fait, ça tombe aussi à pic parce que je recherche un établissement où il y a peu d'effectifs. Par exemple, en tout cas pour les élèves. Par exemple, là, ma classe la plus grande, ils sont 15. Voilà. Trop bien. C'est un luxe. Ils sont 15. Ils sont 15. La plus petite, ils sont 6. Ouais. Voilà. Le matin, bon, c'est très tranquille parce que c'est un établissement qui est en collaboration avec des chercheurs. Et donc, certains chercheurs m'ont dit qu'avant 9h, ce n'était pas possible. Donc, on ne commence pas avant 9h. Ok. On ne commence pas avant 9h. On finit à 16h30. Donc, bien sûr, il y a les exigences des établissements privés hors contrat. On est parents, voilà. Il y a beaucoup de discussions qui vont certainement au-delà de ce qu'on peut avoir dans un établissement, je dirais, régulier, parce que beaucoup d'enseignants n'ont pas le temps non plus. On leur donne pas ces exigences-là. Beaucoup de réunions aussi, mais c'est très familial également. Voilà. C'est très très familial et moi je m'y sens quand même à l'aise. Et je me suis pas dit bon, j'ai démissionné encore. Ouais. Je me suis pas dit ça. Ça fait combien de temps que tu y es?
Bah, depuis le début de l'année scolaire, là. Ok. Bon, en fait, je suis arrivée légèrement après, en octobre. Voilà. Et tu t'y plais, tu penses rester un peu plus qu'un En an? tout cas, pour l'instant, c'est parti pour. Ouais. Mais voilà, j'ai toujours dans ma tête aussi quel est le challenge suivant, quoi. Oui. Voilà. Mm. Et bon, je réfléchis. Je réfléchis. Ça Mais va. pour l'instant, au moins, je sais, à travers les différentes expériences, je sais déjà qu'est-ce que j'aime. Voilà, à quel type de public j'aime enseigner, quels sont mes points forts, mes points faibles à ce niveau-là. Je pense que l'important dans tous les cas, parce que j'ai beaucoup parlé, désolée. Non, t'inquiète. L'important dans tous les cas, c'est d'essayer. En Ouais. fait. Je pense que même si j'étais partie directement dans l'enseignement et j'avais pas fait le tourisme, Ouais. etc. Peut-être que j'aurais quand même un peu tâtonné. Donc ça a été des étapes importantes que je ne regrette pas, même si parfois il y avait aussi, comme je te disais, en Angleterre, une expérience très difficile où j'étais très déprimée. Ça t'a permis quand même aussi de savoir que les grandes classes, c'est pas ce que tu veux. Voilà, oui, et aussi les publics où, bon, je vais pas dire qu'on ne peut pas sauver, parce qu'on peut sauver tout le monde. Je sais que moi, je l'ai pas en moi. En fait, il y a des enseignants, et franchement, moi, je les respecte profondément. Ils travaillent dans des zones où vraiment il y a un public qui est particulièrement difficile, mais parce que c'est lié aussi au contexte, là où ils vivent. Ce n'est même pas de la faute des enfants, en fait, pas du tout. Mais ces enseignants-là, moi, je les respecte profondément parce qu'ils aident vraiment les enfants et ils ont, je pense que c'est un trait de caractère ou de personnalité qui fait que ça marche. Ouais. Moi, je sais que je ne l'ai pas. Okay. Voilà. Donc, tu sais que tu ne l'as pas et que tu n'y vas pas parce que on peut avoir des enseignants, en fait, ils n'ont pas ce petit truc-là, mais ils vont se rendre avec ce public-là et au final, ils vont faire beaucoup plus de mal que de bien. Exactement. Moi, je sais que j'ai aussi cette autorité naturelle quand je suis avec un public d'élèves, mais voilà, ça dépend lequel. Et avec certains, ça va marcher, avec d'autres, non. Donc voilà, c'est important de connaître son public et je pense ça dans n'importe quel métier. On peut avoir des facilités de parole ou autres, ou même on va exceller dans un domaine parce que en face, voilà, on a tel public, parce que nous-mêmes, on a une personnalité qui est particulière pour ce domaine-là. Ouais. Donc voilà, l'enseignement, c'est très, très large. Moi, je sais que j'ai un peu touché à beaucoup de choses, mais bon, pas encore à tout. Il y a encore pas mal de choses à faire, donc oui, t'as le temps en plus. Oui, il y a le temps. En ce moment, je m'intéresse en particulier à la diversité dans les manuels scolaires, dans le contenu des formations. Donc moi-même, je me penche énormément sur la question quand j'enseigne. Donc je me posais déjà la question en Master 1 quand j'étais en Afrique du Sud parce que j'avais écrit quelques petits articles sur le sujet. Parce que je trouvais que le contenu était bourré de stéréotypes, voilà, qu'ensuite les personnes qui apprennent le français qui sont à l'étranger quand elles viennent en France, elles sont choquées de beaucoup de choses en se disant mais ce n'est pas comme ça du tout ça, voilà. Ce n'est pas comme dans Emily in Paris, mais pourquoi? Ou t'as ta baguette de pain et tu vas t'asseoir sur la terrasse. Non. Oui, et souvent, je donne un petit peu ces anecdotes-là à certains amis. Quand j'étais, par exemple, aux États-Unis, que je vivais dans la maison là, française, il y a une élève qui est venue me voir un matin, parce que j'étais en train, je crois, de préparer mon café. Elle me dit, mais du coup... en France, tout le monde fait son pain le matin. Toi aussi, tu vas faire ton pain, tu vas faire ta baguette. J'ai dit, bah non. On va juste l'acheter. Voilà. J'ai entendu tellement de choses comme ça, des stéréotypes. Et là, actuellement, bon, je m'intéresse beaucoup à la question parce que je suis la seule enseignante noire dans mon établissement. Il y a peu aussi d'élèves noirs. Et moi, je me pose vraiment la question du pourquoi. Pourquoi nous ne sommes pas là, surtout dans des établissements comme ça, privés, hors contrat, certes, chers, mais pourquoi? Voilà, pourquoi? Et vu que moi, je suis là, je tiens quand même à apporter ma pierre à l'édifice, malgré les difficultés.
J'espère que tu vas y arriver. J'espère aussi. En tout cas, j'essaie. En tout cas, merci beaucoup parce que tu nous as donné pas mal d'informations. Et juste, on va passer sur les questions de fin. Ouais. Et avec du recul, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui serait, par exemple, potentiellement intéressé par ton métier ou par ton parcours? Alors bon, je dirais qu'il faut d'abord un petit peu se poser pour voir justement le pourquoi est-ce que ce jeune aimerait faire ce métier, en tout cas dans l'enseignement. C'est assez large, donc voilà, au-delà des raisons, savoir un petit peu voilà nos appétences pour telle ou telle matière et essayer tout simplement. Voilà, essayer avec un public qu'on peut avoir autour de soi, voir aussi ce qu'autour de nous, les autres pensent par rapport à la manière dont on explique éventuellement un concept ou quelque chose. Moi, je ne m'étais absolument pas rendu compte, mais ma maman m'avait dit que quand j'étais en seconde, ça faisait partie d'une des petites missions qu'on avait au lycée, puisque c'était un lycée catholique. J'avais enseigné dans une cité qui était pas loin de chez moi, à des enfants de CE2. Je faisais l'aide aux devoirs et j'aimais beaucoup, mais j'avais oublié. Donc voilà, voir aussi autour de nous là, ce que nos proches pensent par rapport à des fois nos capacités, parce que nous-mêmes on peut ne pas les voir. Donc il y a ça, il y a déjà soi-même se poser les bonnes questions. Voir par rapport autour de nous aussi un petit peu ce que les autres pensent et ensuite y aller tout simplement, qui ne tente rien n'a rien et ne pas avoir peur, je pense, de l'inconnu parce que dans l'enseignement je pense que c'est ce qui fait un petit peu peur. C'est l'inconnu et le regard des autres. Parce qu'on est tous les jours confrontés à d'autres personnes qui vont nous juger, juger notre apparence, notre parole, ce que l'on dit tous les jours, tout le temps, constamment. Et donc, tous les ans, c'est de nouvelles personnes. Voilà. Donc, ne pas avoir peur d'essayer du regard des autres. Et puis, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Au moins, on apprend toujours dans tous les cas. Et continuer, comme moi, j'essaie de le faire, de soi-même apprendre parce que nous-mêmes, c'est comme ça qu'on peut se mettre dans la peau d'un élève en étant élève nous-mêmes. Oui, voilà. Donc, continuer d'apprendre, de se former, de s'intéresser au domaine. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, par mail. Donc, mon mail, c'est Laura, laura.tom, T-O-M, @live. Merci beaucoup. Et juste une dernière question avant la fin. Je te donne le contexte. En fait, j'écoute un podcast kényan et à un moment, il a invité Runa X, une Kenyane qui est femme d'affaires, et il lui a demandé, en fait, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire? Elle a répondu, j'ai lu un livre qui disait ne jamais demander à un enfant qu'est-ce que tu veux faire, mais lui demander est-ce que tu as détecté un problème que tu voudrais régler plus tard. Toi, est-ce que quand tu étais petite, tu avais peut-être cette pensée-là sans forcément te poser la question du problème ou pas du tout? Alors, je trouve ça super intéressant. Moi, je pense que quand j'étais petite, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais quand j'y pense, j'aimais bien réparer certaines choses, expliquer les choses aussi, c'est vrai. J'étais très, très, très timide quand j'étais au primaire, donc j'étais souvent dans mon coin à faire un petit peu des choses créatives, etc. Et aussi, voilà, très studieuse. J'aimais bien quand mes cahiers étaient bien organisés, bien ordonnés. Donc, et je me suis posé aussi beaucoup de questions par rapport à l'apprentissage des langues quand j'étais au collège. Comment est-ce que je fais pour parler aussi bien anglais ou autre? Donc, en soi, moi, je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle dit parce que ça répond effectivement à un problème. Aujourd'hui, c'est comme si j'apprécie le fait de corriger une dictée, par exemple. Ça me procure, je sais pas, vraiment un plaisir de me dire « Oh, mais non, mais telle faute, c'est pas comme ça ». Et de poser la question « Mais pourquoi est-ce qu'on met pas de S ici? Pourquoi est-ce qu'on en met ?» Donc oui, ça répond vraiment effectivement à un problème. Et je pense que le fait de le voir de cette manière-là, qu'est-ce qu'on peut apporter nous au monde, aux autres en particulier, parce que moi, nos missions ici sur cette terre doivent être tournées vers les autres. Si on l'explique comme ça, de cette manière-là aux enfants, ça enlève un petit stress aussi.
Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais pourquoi tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard? C'est bizarre. Mais tu n'as qu'à faire médecin comme ton père ou je ne sais quoi, ou avocat. Pourquoi tu veux pas être avocat? Ça paye bien. Donc oui, ça nous permet de trouver, je pense, nous-mêmes notre ce qui est fait pour nous, sachant que moi j'essaie de dire aussi aux enfants que ça peut être différent de ce qui est fait pour ton voisin. On est tous différents, on a tous au-delà des qualités, je dirais même des talents cachés, et il faut donner les clés aux enfants pour qu'ils puissent les trouver. Merci beaucoup pour ta réponse et merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Merci à toi. J'espère que ton témoignage servira à beaucoup de personnes et du coup, n'hésitez pas à la contacter merci. Pour avoir plus d'infos et pour partir à l'étranger. Oui, il n'y a pas de problème. Merci Laura. Merci. Cet épisode a été tourné l'année dernière, mais entre-temps, mon invitée Laura a créé la page Panette Ben sur Instagram avec son associée Sabi, où elles organisent des soirées et des après-midi créatifs autour d'ateliers artistiques. Si ça t'intéresse, je te laisse aller voir en bas de la description le lien de la page Instagram. Pourquoi pas les suivre et pourquoi pas aussi participer à un atelier avec elle. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir écouté cet épisode. Pour rappel, vous pouvez agir en soutenant les Anges Écoliers de différentes façons, en remplissant le questionnaire en description pour adhérer à leur action, visiter leur site lesangesécoliers.org ou en les suivant sur Instagram @lesangesécoliers pour voir concrètement leurs initiatives. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur Insulaire Podcast.